RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Valérie Boyer, vice-présidente des Républicains et sénatrice des Bouches-du-Rhône. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron va recevoir demain le nouveau président syrien, Ahmad al-Shara. Marine Le Pen fait part de sa stupeur et de sa consternation sur le réseau X. Elle écrit « Recevoir », écrit-elle, un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda autoproclamé président de la Syrie, alors même que les milices islamistes qui ont semé la mort parmi nos compatriotes au cours d'attentats sanglants massacrent les minorités, relèvent de la provocation et de l'irresponsabilité. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne ? Écoutez, moi, il n'y a pas d'islamiste modéré. Alors, c'est vrai qu'on a espéré, même il a été salué, donc Al-Joulani, Mohamed El-Shara, etc. Je ne sais pas tous les noms dont qu'il s'auto-baptise. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas renié son passé de djihadiste et de djihadiste sanglant. Preuve en est, pour venir en France, Emmanuel Macron a dû demander que l'extradition ne soit pas prononcée contre lui pour qu'il soit traduit devant une cour de justice internationale. Voilà, ce qu'on peut. Alors, c'est vrai que la diplomatie, c'est fait pour parler à ses ennemis ou aux personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Néanmoins, je suis surprise qu'il n'ait pas rencontré ce personnage lors d'un sommet ou en dehors d'une invitation officielle qui sonne comme un adoubement, alors qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de collaboration avec la France. On est dans une situation extrêmement différente que précédemment où la Syrie luttait contre l'organisation État islamique dont il était d'ailleurs, Al-Joulani, et qu'on pouvait avoir des contacts, même si on ne partageait rien du dictateur Bachar el-Assad. Mais d'ailleurs, on n'avait pas d'ambassade. Mais néanmoins, là, on est dans une autre dimension, dans un autre contexte international. Et je ne sais pas ce qu'on peut attendre d'un ancien djihadiste qui n'a pas renié ses convictions, qui n'a pas renié son passé. Et avec, récemment, moi j'ai posé une question au gouvernement, au Sénat, sur les massacres des Alaouites, 1300, et des chrétiens qui s'est déroulé peu de temps après son arrivée. Oui, c'est ça, en mars et avril. Maintenant, ce sont les Druzes. En fait, on observe une chose abominable dans tout le Moyen-Orient. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de Juifs. Il y a aussi quelque chose de terrible, c'est qu'il n'y a plus de minorité. On est dans quelque chose d'ethniquement pur. Je vais vous poser une question pendant que vous allez couper votre téléphone. Pardon. S'il vous plaît. Merci. Je suis vraiment confuse. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron aurait pu choisir de discuter, voire de rencontrer le nouveau président syrien dans un autre contexte que de le recevoir à l'Élysée. En effet, cette observation-là, elle peut s'entendre. S'il a choisi de l'inviter à l'Élysée, de le recevoir, pour vous, de quoi cela procède-t-il ? J'en sais rien, parce que Vous êtes perplexe. qu'est-ce qui l'attend ? Qu'est-ce qu'on peut... quels sont les actes de négociation avec un tel personnage ? Voilà, c'est un petit peu lui donner une caution. De la même façon, lorsqu'il y avait eu une délégation de l'Union européenne qui était allée, il n'avait pas voulu serrer la main de la ministre allemande. Déjà, ça donnait un petit peu le ton. Ensuite, ça prouvait qu'il ne se reniait pas. Un djihadiste un jour, djihadiste toujours, si vous me permettez cette expression un peu familière. Il n'y a pas que les djihadistes qui refusent de serrer la main aux familles. Non, les musulmans rigoristes qui ne sont pas djihadistes le font également. Tout à fait. Mais enfin, ça signifie quand même quelque chose du rejet et qui est important, surtout quand on s'autoproclame chef d'un État. Donc on passe dans une autre dimension et on doit considérer que des États sont différents, donc on les accepte aussi pour ce qu'ils sont. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron va négocier, d'autant que nous avons des informations récentes qui sont tombées des services secrets américains qui sont extrêmement inquiets pour la situation en Syrie. Les Américains ont peur que ça se transforme en brasier, que tout soit détruit. Qui parle d'un nouveau Gaza, exactement, qu'on arrive à une situation où
où Al-Jonali, Mohamed El-Sarraj prennent en otage la population pour pouvoir la nettoyer ethniquement, parce que ça semble être un de ses objectifs. En tout cas, si ce n'est pas lui, ce sont les personnes qui l'entourent. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc nous sommes dans un Moyen-Orient où il n'y a plus de diversité culturelle et culturelle. Et ça, c'est très grave. On va parler de nettoyage ethnique, massacre, intimidation. On va revenir en France avec François Bayrou, qui veut organiser un référendum de ressaisissement national sur le retour à l'équilibre des finances publiques. On n'en connaît ni les contours, ni les questions qui seront posées si ce référendum arrive à son terme. Est-ce que c'est une bonne idée qui risque de faire pchit ? Je ne comprends pas trop ce qu'il y a dans cette idée, puisqu'on parlait de la situation internationale. Voilà un secteur qui a été bien malmené, c'est celui de notre formidable réseau diplomatique, qui a subi beaucoup de coupes budgétaires et beaucoup de retrécissements. Et c'est vraiment dommage, parce que la voix de la France était singulière. Voilà aussi à quoi sert un budget. J'avoue que je ne comprends pas vraiment ce qu'il en est, ni quel type de question peut être posée par un référendum. Alors, il y a deux solutions pour un référendum. Il y a une question, ça peut être oui ou non, ça peut être une approbation ou un rejet. Vous vous rendez compte, si les Français disent on s'en fiche de la règle d'or budgétaire, on veut un déficit, peu importe, donc on continue la course à l'abîme. C'est là que le bas blesse. Je pense que c'est là que le bas blesse. En plus, les Français ne demandent pas ça. Bien que François Bayrou soit devant une situation très complexe, parce qu'il est, lui, devant une situation où il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir voter un budget. Je rappelle que si la France est dotée d'un budget, c'est grâce au Sénat qui a voté un budget imparfait. Elle n'avait pas le choix pour ne pas mettre la France dans une situation absolument catastrophique, sans budget. Sans budget, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et le premier acte politique qu'on fait, qu'on soit maire ou n'importe où, c'est le vote du budget. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Français demandent et sont d'accord à plus de 70% pour une chose, un référendum sur l'immigration, où là, les questions peuvent être simples. Voilà, pour qu'on puisse modifier la Constitution, ce qui nous permettra de reprendre en main notre destin et de retrouver un certain nombre d'autonomies sur ces sujets qui font consensus dans la population française. Alors, on parlera tout à l'heure de l'immigration à travers les questions de naturalisation auxquelles Bruno Retailleau veut réduire le volume annuel. Mais sur ce point-là, est-ce que vous croyez que si les Français étaient consultés, peut-être associés à la réflexion, enfin c'est peut-être ce que se dit François Bayrou, peut-être que du coup, ils seraient prêts à des efforts supplémentaires. Et en même temps, on peut se demander, dans la mesure où ça fait finalement des décennies que les Français sont mis à contribution pour combler des déficits en tout genre, avec un niveau d'imposition qui est parmi les plus élevés du monde. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment leur demander plus ? J'avais failli vous interrompre pour vous dire ça tout à l'heure. D'abord, des efforts supplémentaires à qui ? On demande des efforts supplémentaires à une petite partie de la population qui paye des impôts directs. Donc, cette petite partie de la population, elle est imposée. C'est un des taux les plus forts de tous les pays développés. Je dois dire, pour ceux qui nous écoutent, que nous sommes aussi le pays le plus redistributif du monde. Donc, on arrive à redistribuer tout ça, mais on redistribue mal. On redistribue. Marche pas voilà. Mal. Oui, c'est vrai. Le service public est dégradé, mais peut-être parce qu'on laisse pas assez de liberté, parce que les impôts écrasent les innovations, les impôts écrasent aussi les entreprises, écrasent les successions, écrasent les transmissions. Donc tout ça, ça fait partie des problèmes qui bloquent notre pays. Et moi, je pense qu'il faudrait avoir une grande réflexion fiscale, parce qu'on ne peut pas autant pressuriser une partie de la population sans avoir une réflexion sur le système fiscal. Qu'est-ce qu'on peut payer de plus comme impôt ? Je ne veux pas reprendre l'adage « trop d'impôts tue l'impôt », mais on en est là quand même aujourd'hui. Oui, alors, Emmanuel Macron veille, et François Bayrou, à ne pas augmenter les impôts. Enfin, ils ont fait flamber la dette d'une façon absolument terrible. Non, mais... c'est une forme d'impôt. Pas d'augmentation d'impôts, mais c'est vrai ils vont peut-être viser des niches, et ça va être équivalent aux impôts.
Les niches, les agences, tout ça, ce sont des choses qui ne suffiront pas à combler à la fois nos déficits et nos besoins. Et je pense qu'il y a une chose aussi pour le consentement à l'impôt qui est quand même... D'abord, la France est un pays où l'impôt est très bien recouvré et où le consentement à l'impôt est fort jusqu'à présent. Mais on sent quand même que ça peut craquer. Ça peut craquer parce que ça repose sur une faible partie de la population, d'une part, et que d'autre part, ça peut craquer parce que c'est l'État qui doit faire des efforts et qui doit faire des économies. C'est le premier point. On ne peut pas avoir un État qui est de plus en plus gourmand, de plus en plus lourd, et avec, comme vous le soulignez à juste titre, une dégradation des services publics. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi un problème de justice sociale aujourd'hui. Et un autre poids extrêmement important, eh bien, ce sont tout le côté social du budget, de l'effort de la nation, alors qui est très lourd. Et là aussi, il faut qu'on arrive à lutter contre la fraude sociale, qui est vraiment un enjeu majeur, à la fois pour le consentement à l'impôt, mais pour la justice sociale. Et jusqu'à présent, je ne vois pas d'avancées dans ce domaine, en tout cas qui ne vont pas assez loin. Et je ne vois pas non plus d'avancées sur une réflexion globale sur les impôts. C'est pas ce que propose François Bayrou dans son référendum. Il propose pas une réflexion importante sur une redistribution nouvelle. Le Congrès des Républicains, peut-être? Allez-y, mon cher Frédéric. Vous avez choisi votre candidat, c'est Bruno Retailleau. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence sur le plan idéologique, sur le plan programmatique entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Comment vous vous êtes déterminé? C'est l'humain qui a pris le dessus? Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire qu'on a de la chance aux Républicains d'avoir deux personnes, deux personnalités, et il y en a d'autres aussi qui sont de grande qualité, qui ont fait leurs preuves, qui ont un parcours politique important, qui est riche, avec beaucoup de propositions, des responsabilités, etc., que sont Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Moi, je suis sénateur depuis 2020. Effectivement, mon choix s'est porté sur Bruno Retailleau. Qui était patron des sénateurs. Qui était patron, effectivement, des sénateurs LR, mais aussi parce que depuis que j'ai travaillé avec lui, notamment pendant la campagne de François Fillon, je connais son engagement, son parcours. Et puis, nous avons porté énormément de sujets ensemble. Tout à l'heure, vous évoquiez l'immigration, les textes qu'il est en train de proposer. Et donc, j'ai été très heureuse de travailler avec lui. Mais moi, je veux souligner le fait que nous avons affaire à deux personnalités extrêmement compétentes, intéressantes, et que de toute façon, nous nous retrouverons. Parce que ça, c'est une compétition interne. Mais ensuite, il y a la reconstruction de notre parti. Il y a aller convaincre les Français que nous proposons la bonne voie, les bonnes solutions. Et ça, je suis convaincue qu'ils seront ensemble et que toutes les forces du Parti des Républicains, qui a beaucoup augmenté d'ailleurs ses adhérents à l'occasion de ces élections, eh bien, se retrouveront, se conjugueront pour qu'on puisse proposer des solutions aux Français qui les demandent. Est-ce que logiquement et forcément, celui qui sortira vainqueur de ce congrès sera celui qui se présentera à l'élection présidentielle pour 2027 ? Je crois que c'est Bruno Retailleau qui dit en bon vendéen une colline après l'autre, et que pour l'instant, le débat sur les présidentielles a été très compliqué dans notre famille politique, nous a beaucoup coûté. Je crois qu'aujourd'hui, on a un président... un ministre qui est à la tâche, qui rencontre l'assentiment des Français, qui a démontré que même dans une situation complexe qui est la nôtre politiquement, où on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, où on n'est pas majoritaire au sein du gouvernement, etc., dans son rôle de ministre de l'Intérieur, il sait répondre aux attentes des Français. Donc ça, c'est un avantage pour lui dans ce vote. Je pense que c'est un avantage parce que les Français le découvrent et les Français attendent justement des hommes politiques qui soient dans l'action gouvernementale pour nous sortir de l'ornière. Écoutez, c'est le ministre Darmanin qui disait qu'il n'y avait pas d'endroit safe, je le cite, en France. On voit bien que, alors qu'il a été ministre de l'Intérieur pendant de nombreuses années, on voit bien tout l'intérêt qu'il y a à avoir un ministre de l'Intérieur qui répond aux attentes des Français, qui apporte des solutions concrètes, qui fait avancer le débat sur tous les sujets qui concernent son ministère et même au-delà. Bruno Retailleau, donc on en parlait il y a quelques instants, veut réduire le nombre de naturalisations en France. Il a envoyé une circulaire dans ce sens
sens à tous les préfets. Le ministre de l'Intérieur veut donc des conditions plus strictes et il assume d'ailleurs le terme d'assimilation à propos de cette circulaire. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou une initiative du candidat à la présidence des Républicains, Bruno Retailleau, dans la course qu'il se livre avec Laurent Wauquiez, qui lui, il y a quelques jours, proposait de créer un centre de détention à Saint-Pierre-et-Miquelon pour certaines catégories. Oui, pour des personnes dangereuses, etc. Voilà. Écoute, je pense que c'est une initiative de l'homme qui est Bruno Retailleau, qui est constant et qui n'a pas changé dans ses idées. Je rappelle que tout ce qu'il propose, la plupart des choses qu'il propose ont déjà été votées et proposées et votées au Sénat. Si c'était le ministre de l'Intérieur ou le candidat, vous me répondez, c'est l'homme. C'est l'homme politique. Troisième catégorie. Oui, mais c'est l'homme politique qui est constant dans ses idées et dans ses engagements. C'est ce que nous avons défendu pendant le texte immigration, qui a été rejeté, qui a été, un petit peu vidé de sa substance, puisqu'on a sur un tiers de nos amendements qui avaient été proposés par le Sénat et dont certains étaient les miens, parmi lesquels certains que vous venez de citer, qui ont été rejetés. Et donc, nous sommes obligés de revenir. Pourquoi ? D'où la nécessité de pouvoir faire en sorte que les Français puissent se prononcer sur l'immigration, sujet qui les fait souffrir, qui fait souffrir les migrants. Parce que moi, je considère que l'immigration, c'est une souffrance, à la fois pour ceux qui quittent dans des conditions atroces aux mains de trafiquants d'êtres humains, la plupart du temps, leur pays, et pour ceux qui accueillent ces personnes sans jamais avoir été consultés et parfois contre leur gré. Donc, à un moment donné, démocratiquement, nous devons remettre ce débat. Pratiquement toutes les mesures que Bruno Retailleau propose, on les a déjà débattues à l'Assemblée nationale. Mais par le système qui est le nôtre, avec parce que le système de l'immigration, il fonctionne comment ? Avec des jurisprudences. Avec les jurisprudences, avec les juges qui disent non, on rejette ces amendements ou on déshabille un certain nombre de textes. Est-ce qu'il est possible constitutionnellement ce référendum en France ? Bah oui, il est possible. Il y a débat sur la question. Non, mais il est totalement possible. Il faut quand même qu'on change. Il y a deux solutions, présidentielle et changement il n'est pas plus impossible que celui sur le budget. On peut demander aux Français, est-ce que vous voulez qu'on change la Constitution pour qu'on puisse intégrer cette chose, ce thème de l'immigration, parce qu'il ne fait pas partie pour l'instant des thèmes, c'est normal, c'est la Constitution de 58, on ne pensait pas être dans un chaos migratoire comme ça plusieurs décennies après, c'est le premier point. Le deuxième point, il suffit de voter sur un texte, par exemple, mais il y a plein d'autres solutions. En tout cas, les Français veulent qu'on les écoute sur ce sujet. Et sondage après sondage, on sait qu'il y a un consensus. On en est beaucoup moins sûr pour un référendum sur le budget. Il nous reste 40 secondes. Oui, Emmanuel Macron avait, lors de ses vœux, évoqué des référendums. Est-ce qu'il va parler la semaine prochaine aux 20h de TF1 ? Est-ce que vous vous attendez sur des référendums Oui, très vite, parce qu'il nous reste 25 secondes. J'espère Bruno Retailleau, ce matin, sur une autre chaîne, disait qu'il était important d'avoir un référendum sur le sujet de l'immigration. Peut-être qu'Emmanuel Macron va en proposer un. D'autant qu'il sait parfaitement que sondage après sondage, les Français sont d'accord. Merci Valérie Boyer. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Et merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à très vite. Bonne soirée.